nous pensons que le monde a déjà été conquis, que chaque recoin de la planète est cartographié, surveillé, contrôlé. Pourtant, dans le Pacifique Sud, il existe encore des territoires où cette certitude s'effondre totalement. Des îles et des jungles où le temps semble suspendu, où il n'y a ni route, ni électricité, ni signes évidents d'une civilisation comme la nôtre. Là-bas survivent des peuples qui réduisent le contact au strict minimum. Et, dans bien des cas, ils ne suivent ni nos lois, ni nos gouvernements, ni notre obsession du progrès permanent. Il n'y a aucun avertissement, aucune négociation, seulement la surveillance, la tension et un silence qui vous oblige à vous arrêter. Car lorsque l'on franchit une frontière sans garantie, la question n'est plus abstraite. Si vous faisiez un pas de plus et vous retrouviez totalement seul, avanceriez-vous? Avant de continuer, nous vous invitons à rejoindre Chronamonde, une communauté qui explore au-delà du connu avec respect, rigueur et profondeur. Restez jusqu'à la fin, car aujourd'hui nous ne traverserons pas seulement 6 frontières humaines du Pacifique Sud, nous franchirons des limites que le monde n'a pas encore su dépasser. Nous commençons sur une île où le contact avec l'extérieur n'a pas apporté d'accord, mais une blessure qui ne s'est jamais refermée et dont l'écho résonne encore. 1. Kwaio, quand le territoire ne se négocie pas. À l'intérieur montagneux de l'île de Malaita, dans les îles Salomon, existe une région qui apparaît très rarement dans les documentaires touristiques. Depuis la côte, l'île peut sembler paisible, jungle dense, village dispersé, silence tropical. Mais cette image est trompeuse. Loin de la mer, entre collines abruptes, ravins couverts de végétation et sentiers presque inexistants, vit une société qui, depuis des générations, défend son territoire face à toute tentative de contrôle extérieur. Ici, la terre n'est ni une ressource à exploiter, ni un espace administré depuis un bureau. Elle est héritage, elle est loi. Et elle représente une responsabilité transmise de génération en génération. Chaque colline, chaque sentier, chaque clairière est liée à une lignée précise. La terre n'appartient pas à des individus isolés, mais à des clans entiers, unis par des ancêtres communs et par une mémoire collective toujours vivante à travers les rituels, la tradition orale et des règles non écrites. Dans ces montagnes, le passé ne s'archive pas. Il se transmet par la mémoire. Alors que, dans d'autres régions du Pacifique Sud, l'influence coloniale transformait les langues, les croyances religieuses et les structures de pouvoir. Ici, il s'est produit autre chose. La pression extérieure n'a ni été absorbée ni réinterprétée. Elle a été rejetée. Pas par de longues négociations, pas par des accords, mais avec détermination. En 1927, lors d'une opération de l'administration coloniale britannique liée à la perception des impôts et au contrôle de l'intérieur de l'île, l'officier William R. Bell fut tué avec plusieurs de ses accompagnateurs. La réaction coloniale fut immédiate et dévastatrice. Une expédition punitive ravagea des villages de l'intérieur, exécuta des hommes et détruisit des lieux considérés comme sacrés. Cet épisode, qui a profondément marqué l'île, constitua un tournant. Pour l'administration coloniale, il s'agissait d'une sanction exemplaire. Pour les habitants de ces montagnes, c'était la preuve que le contact n'apportait pas l'équilibre, il apportait la rupture. Depuis lors, la mémoire du conflit fait partie intégrante de l'identité collective. Non comme un souvenir lointain, mais comme un avertissement permanent. Le monde extérieur n'entre pas sans conséquence. Ainsi, le contact a cessé d'être une option. Il est devenu quelque chose à contrôler. Ici, il ne s'agissait pas de disparaître. Il s'agissait de fixer des limites. Et pendant des décennies, toute tentative de les franchir a reçu un message clair et direct. Ce territoire ne se négocie pas.
Ni le pouvoir colonial, ni l'État moderne n'ont jamais exercé un contrôle réel. Bien que Malaita fasse aujourd'hui partie d'un pays indépendant, une règle antérieure à toute constitution écrite continue d'y prévaloir. La loi du clan et le devoir envers les ancêtres. Arrêtez-vous ici un instant. L'air est lourd, humide. Il n'y a pas de chemin balisé. La forêt recouvre tout d'une succession continue de sons qui ne s'interrompent jamais. Et soudain, vous savez que vous êtes observé. Vous ne voyez aucune caméra, vous n'entendez aucune voix. Il n'y a aucun signe évident, mais vous ressentez une présence ferme, silencieuse, qui n'a pas besoin de s'expliquer. À cet instant, vous comprenez quelque chose d'essentiel. Ici, vous n'êtes pas un explorateur. Vous n'êtes pas un visiteur. Vous êtes une intrusion. Dans un monde obsédé par l'idée d'atteindre chaque recoin, de mesurer, de classer et de documenter chaque espace de la planète, cette société incarne une idée profondément dérangeante. Tous les peuples ne souhaitent pas s'intégrer. Tous n'acceptent pas le progrès comme une destinée inévitable. Certains choisissent simplement de rester là où ils ont toujours été, selon leurs propres règles, dans leur propre temps. Et la question demeure suspendue dans l'air, sans réponse facile. Avons-nous le droit de traverser un territoire lorsque ceux qui l'habitent disent non depuis des générations? Ne partez pas encore. Car si ici nous avons vu une résistance visible, ferme et déclarée, ce qui suit est encore plus troublant. Un peuple qui ne marque pas ses limites par la confrontation directe, mais en disparaissant du regard du monde. 2. Beining. Le peuple qui a appris à ne pas être vu. L'humidité ne tombe pas. Elle persiste. Elle s'accroche à la peau, au sol, à chaque feuille. La jungle ne s'ouvre pas pour laisser passer. Elle se referme. Chaque pas exige une attention constante. Le sol n'est jamais totalement stable et le silence ne signifie jamais l'absence. Ici, dans les montagnes de l'intérieur d'East New Britain, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le silence est un signal. C'est le territoire des Beining. Pendant des siècles, ce peuple est resté hors du regard colonial et en marge des récits dominants du Pacifique Sud. Non parce que la région était inaccessible, mais parce que la dispersion des implantations et la géographie intérieure rendaient toute présence difficile à fixer depuis l'extérieur. Pour les Beining, la jungle n'est ni un espace à conquérir, ni un milieu à transformer pour y laisser une trace. C'est un système vivant auquel on appartient sans s'y imposer. Dans cet environnement, concentrer la population ou ériger des structures visibles augmente les risques, aussi bien sociaux qu'environnementaux. Contrairement à d'autres cultures de la région, aucun grand village permanent, aucun repère identifiable à distance. La manière d'habiter le territoire repose sur la discrétion, la mobilité et l'adaptation constante. De petits groupes vivent répartis, capables de se déplacer lorsque l'équilibre du milieu l'exige. La stabilité prolongée n'est pas recherchée. La jungle évolue et ceux qui y vivent évoluent avec elle. Cette mobilité n'est pas dictée par la peur. Elle répond à une logique d'équilibre. La forêt fournit nourriture, abri et ressources, mais elle impose aussi des limites claires. Surexploiter une zone, attirer l'attention ou figer trop longtemps sa présence rompt cet équilibre fragile. Ainsi, lorsque quelque chose se modifie, pression extérieure, observation prolongée ou changement environnemental, la réponse n'est pas la confrontation, mais le déplacement, avant que l'équilibre ne se rompe. Sous la colonisation allemande, puis australienne, les registres sont restés fragmentaires et instables. Les recensements demeuraient incomplets et les implantations variaient dans le temps,
rendant impossible toute image fixe du territoire depuis l'administration extérieure. Non par hostilité ni par violence, mais parce que ce mode de vie ne répondait pas aux règles de visibilité du monde extérieur. Le conflit n'était pas recherché, il était systématiquement évité. La vie sociale et spirituelle se déroulait loin des routes et de toute observation continue. De nombreuses cérémonies avaient lieu la nuit, lorsque la jungle reprenait pleinement son espace et que le monde extérieur s'effaçait. Ces rituels n'étaient pas conçus pour être expliqués ni montrés. Ils remplissaient une fonction interne, renforcer les liens, transmettre le savoir et maintenir une relation symbolique avec l'environnement. Ce mode de vie, fondé sur la mobilité et la faible densité, entra en collision directe avec les politiques coloniales de sédentarisation du XXe siècle. L'arrivée des missions religieuses, les relocalisations forcées et les transformations imposées de l'usage du territoire ont progressivement réduit l'autonomie de ces communautés. Certaines furent déplacées, d'autres perdirent l'accès à des zones essentielles de la forêt. De nombreuses pratiques se fragmentèrent. Une part de la langue, des récits oraux et de la vision du monde fut peu documentée. Non par manque de richesse culturelle, mais parce que cette culture n'avait jamais été destinée à être archivée. Aujourd'hui, ce que l'on sait des Benning provient principalement d'observations ponctuelles, de séjours brefs et de témoignages indirects. Il n'existe pas de récit complet. Et cette absence n'est pas une lacune historique, elle résulte d'un choix maintenu sur plusieurs générations. Les rares chercheurs ayant vécu temporairement à proximité évoquent tous la même réalité. La présence extérieure modifie l'équilibre. Sans affrontement, sans avertissement, le camp se déplace, les sentiers s'effacent, la jungle se referme. Dans ce geste silencieux se lit un message clair. L'invisibilité peut aussi être une stratégie de survie. Les Benning obligent à repenser une idée profondément ancrée de la résistance culturelle. Toutes les sociétés ne survivent pas en érigeant des barrières ou en affirmant leur visibilité. Certaines traversent le temps sans laisser de traces. Ni reconnaissance recherchée, ni attention revendiquée. Aucune volonté d'être expliquée ou interprétée. Le choix est clair. Rester hors du regard. Et une question demeure inconfortable. Si une culture décide de ne pas être observée, avons-nous le droit d'insister? Les Benning n'y répondent pas par des discours. Ils rappellent simplement que toutes les cultures ne sont pas conçues pour être vues. Si cette forme de survie consiste à se fondre dans l'environnement, la suite de ce voyage propose une réponse radicalement différente au même défi. Un peuple qui n'a pas choisi de disparaître dans la jungle, mais de la réorganiser depuis les hauteurs. Car au cœur de la Papouasie, vivre au niveau du sol n'était plus viable. Et la solution trouvée ne se cache ni dans l'ombre ni sous les feuilles. Elle s'élève. 3 Kombai, vivre au-dessus de la jungle. Le sol n'offre aucune stabilité. Chaque pas s'enfonce dans une boue sombre, des racines dissimulées et une eau stagnante qui ne sèche jamais complètement. L'humidité ne disparaît pas, elle s'accumule. L'air devient lourd et la végétation se referme jusqu'à effacer tout repère. Ici, se déplacer n'est pas avancer, c'est calculé. À l'intérieur de la Papouasie méridionale, en Indonésie, existe une région où la terre elle-même devient une menace permanente. C'est là que vivent les Kombai. Non par manque d'intérêt extérieur, mais parce que l'environnement ne tolère aucune erreur. Les contacts prolongés avec expéditions, missions et chercheurs ne se sont intensifiés qu'à la fin du XXe siècle. Non par choix d'isolement, mais parce que parvenir jusqu'ici exigeait de traverser un paysage épuisant, l'orientation, les ressources et l'endurance physique. La vie quotidienne est entièrement dictée par ce milieu.
aucun rythme fixe, aucun village conçu pour durer des décennies au même endroit. Les familles s'organisent en petits groupes, limitant la pression sur un espace donné et permettant le déplacement lorsque l'équilibre se modifie. La subsistance repose sur une combinaison précise de chasse, de cueillette et d'horticulture élémentaire. Fruits sauvages, sagous, petits animaux. Rien n'est accumulé inutilement. Transporter plus que nécessaire signifie perdre en mobilité. Et ici, perdre en mobilité revient à prendre un risque superflu. C'est pourquoi la décision majeure fut d'abandonner le sol. Les habitations traditionnelles sont construites sur de hauts troncs bien au-dessus de la boue et de l'eau stagnante. Elles évitent les inondations saisonnières, réduisent l'exposition aux insectes et aux animaux et limitent les maladies liées à l'humidité constante. Mais la hauteur offre bien plus qu'une protection. Depuis là-haut, l'environnement se lie avec clarté. La moindre anomalie ressort, une branche qui bouge trop tôt, un son qui ne correspond pas au rythme habituel de la forêt. Une ombre là où il n'y avait rien. La maison surélevée n'est pas seulement une solution technique, elle structure la vie. Elle trace une frontière nette entre l'espace familial et un extérieur imprévisible. En bas, l'incertitude. En haut, le cœur du foyer. Dans un tel environnement, observer n'est pas une marque de méfiance, c'est une condition de survie. L'intérieur des habitations est sobre, peu d'objets, tous fonctionnels. Rien n'est conçu pour durer si le groupe doit se déplacer. Rester trop longtemps au même endroit implique toujours un danger. Les enfants apprennent en observant et en participant. Ils reconnaissent les sons, interprètent les changements minimes du milieu et savent quand avancer et quand s'arrêter. Le savoir ne se transmet pas par de longs discours. Il s'acquiert dans le silence, au fil de la pratique quotidienne. Les premiers contacts extérieurs furent tardifs et marqués par des incompréhensions et des récits déformés. Ce qui peut être affirmé, en revanche, c'est que la présence prolongée d'étrangers perturbe un système extrêmement fragile, fondé sur un équilibre précis avec l'environnement. Aucune démonstration publique de cet Oceainde force, aucun rituel guerrier visible, une attention permanente. Depuis les hauteurs, entre feuilles et ombres, quelqu'un observe toujours, non pour attaquer, pour décider. Dans ce geste se concentre une idée essentielle. Lorsque le sol n'offre plus de sécurité, survivre exige de repenser entièrement la manière d'habiter le monde. La boue absorbe les pas. L'eau stagnante accompagne chaque mouvement. En levant les yeux, apparaît une structure humaine suspendue entre les arbres. Pas de salut, pas d'accueil. Seulement la certitude d'être entré dans un territoire où la jungle impose ses règles et où l'adaptation n'a jamais été un choix culturel, mais une condition d'existence. La question demeure alors, s'agit-il d'isolement ou d'une forme de connaissance environnementale que notre civilisation obsédée par le contrôle a oubliée? Nous avons atteint le milieu de ce voyage. Si vous êtes encore là, c'est que vous savez que ces histoires demandent du temps et de l'attention. Abonnez-vous à Chronamonde et activez les notifications, car à partir d'ici, l'histoire cesse d'être simplement observée. Elle commence à être ressentie. La prochaine destination nous éloigne autant du sol que des hauteurs. Elle nous conduit vers un lieu où l'identité ne se protège ni par la distance ni par le silence, mais par des marques laissées sur la peau. 4. Yatmul, marquer le corps pour appartenir. Le fleuve est large et sombre. L'eau avance lentement, lourde de sédiments, comme si des siècles d'histoire glissaient sous sa surface. Elle reflète une jungle dense, sans début ni fin. Sur les berges, racines à nu,
troncs usés, fragments de bois sculptés que le temps n'a pas entièrement effacés. L'air est humide, épais, et chaque son, une pagaie, un insecte, un choc d'eau, se propage puis reste suspendu. Ici, pas de route, pas de tracé droit. Le sol ne se laisse pas dompter. Nous sommes sur le Sepik moyen, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'un des systèmes fluviaux les plus vastes, complexes et chargés de sens du Pacifique Sud. Un territoire où l'eau n'est pas seulement une ressource, mais l'architecture même de la vie sociale. Le fleuve organise les déplacements, fixe des limites, régule les alliances et impose le rythme du quotidien. C'est dans cet environnement que vit le peuple Yatmul. Ici, l'identité ne se proclame pas, elle ne se discute pas, elle s'inscrit. Depuis des générations, la vie s'articule autour de clans patrilinéaires, de la mémoire des ancêtres et d'un lien constant avec des forces spirituelles associées au fleuve. Les villages s'égrènent le long de son cours, comme s'ils appartenaient à un même courant. Au centre de chacun s'élève la Hausse Tambaran, vaste maison cérémonielle qui domine le paysage. Ce n'est pas un simple lieu commun. C'est le cœur politique, spirituel et symbolique de la communauté. À l'intérieur se conservent des sculptures monumentales en bois, des masques, des tambours à fente et des objets rituels représentant les ancêtres fondateurs du clan. Chaque figure porte un nom, une histoire, une lignée. Rien n'est disposé au hasard. C'est là que se transmettent normes sociales, hiérarchies et récits qui ne doivent pas franchir ce seuil. Le savoir n'est pas public, il est protégé et remis seulement lorsqu'on estime quelqu'un prêt à en porter la charge. Appartenir n'est pas automatique. Naître ne suffit pas, il faut le prouver. L'un des moments les plus déterminants pour un jeune est le rite d'initiation. Ce n'est ni bref ni purement symbolique. C'est un long passage, isolement, apprentissage rituel, discipline stricte, résistance physique réelle. Le corps est alors marqué par de profondes incisions, selon des motifs soigneusement définis. Ces marques évoquent les écailles du crocodile, figure centrale dans la cosmologie de plusieurs communautés du Sepik, dont celle-ci. Le crocodile n'est pas un animal parmi d'autres. Il est perçu comme un être ancestral, lié à l'origine du peuple et au fleuve lui-même. Il incarne la force, la permanence, la transformation. En acceptant la douleur sans fuir, l'initié démontre maîtrise de soi, maturité et capacité à assumer des responsabilités. La logique est claire, l'appartenance pèse plus lourd que le corps. Dès lors, le corps cesse d'être privé. Il devient mémoire collective. Les cicatrices ne se dissimulent pas. Elles se montrent preuve visible d'engagement et d'appartenance, un langage que tous savent lire. Au-delà des rituels, le quotidien repose sur un équilibre délicat entre coopération et compétition. Historiquement, les communautés du Sepik ont entretenu des rivalités liées au prestige, au contrôle symbolique du territoire et à l'influence rituelle. Le conflit ne s'exprimait pas toujours par une violence directe. Il passait souvent par l'art, l'architecture, la musique, les cérémonies. Sculpteurs, chanteurs et autorités rituelles rivalisaient pour la légitimité et le pouvoir spirituel. L'esthétique n'était pas une décoration. C'était une force. Avec l'arrivée du monde extérieur, missions religieuses, administration coloniale, nouvelles structures économiques, cet équilibre a été profondément déplacé. Certaines pratiques ont été interdites ou stigmatisées. D'autres se sont intensifiées, devenant une forme de résistance culturelle. Dans bien des cas, les maisons cérémonielles sont devenues les derniers espaces où l'identité pouvait rester intacte. Le fleuve bouge à peine.
une pirogue avance sans bruit sur des routes apprises dès l'enfance. Aucune hâte et rien d'inutile dans les mots. Depuis la Hostambaran, des frappes rythmiques résonnent. Bois, bas. Voix grave qui ne cherchent pas à sortir. À l'intérieur, les figures sculptées observent depuis la pénombre. À l'extérieur, des jeunes attendent, silencieux, sachant que leur moment viendra. Pas de public, pas de spectacle, seulement un passage. Et maintenant, en étant honnête avec vous-même, si appartenir exigeait une cicatrice irréversible, l'accepteriez-vous? Mais rien ne s'arrête ici. Le fleuve continue et la sensation change. La végétation s'ouvre, le son se transforme et le sol cesse de tenir. À partir de là, la résistance compte moins que la confiance. L'équilibre se décide en un instant. Ce n'est pas un lieu où l'on arrive par hasard. C'est un seuil. Et devant lui, il n'y a pas de retour. 5. Trop brillant. L'honneur que l'on navigue. Regarde un archipel où la mer ne sépare pas. Elle relie. Des îles entourées d'eaux ouvertes, de courants imprévisibles et d'horizons sans refuge. Ici, chaque traversée implique un risque, et une décision prise dans une pirogue peut peser sur le destin d'un clan entier. Nous sommes dans les îles Trobriand, aussi appelées Kiriwina, à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un territoire où l'identité ne se prouve pas par la force du combat, mais par le courage de prendre la mer en sachant qu'on pourrait ne pas revenir. Depuis des siècles, ces communautés insulaires organisent leur vie autour de la navigation, de l'échange et du prestige social. Le statut ne s'hérite pas automatiquement, il se construit. Et le système qui maintient cet équilibre porte un nom, le Kula. Ce n'est ni du commerce, ni du troc. Aucun profit matériel n'est recherché. Il s'agit d'un réseau rituel d'échange, reliant des îles séparées par des dizaines, parfois des centaines, de kilomètres d'océan ouvert. 2 objets cérémoniels y circulent. Des colliers de coquillages qui voyagent dans un sens et des bracelets qui empruntent la direction inverse. Ils ne sont pas conservés. Ils sont transmis. Lacets. Valeur ne réside pas dans la possession, mais dans la circulation. Chaque échange renforce des alliances, confirme des réputations et entretient la mémoire de relations entre communautés qui, sans ce système, seraient exposées au conflit. Traditionnellement, la participation revient surtout à des hommes expérimentés, capables de discipline et déjà reconnus. On n'embarque pas au hasard. Représenter un clan exige un prestige réel. Les pirogues sont construites selon des techniques traditionnelles, avec un bois choisi et un savoir transmis de génération en génération. La navigation se fait sans carte moderne ni instrument. On s'oriente grâce au vent, au courant, aux étoiles et à une lecture constante de la mer. Ici, le risque n'est pas atténué. Il est assumé, car au Trobriand, l'honneur ne se proclame pas. Il se prouve face à l'océan, avec la certitude que l'échec n'est pas une option. Historiquement, ce système a joué un rôle crucial. Réduire les tensions entre îles, éviter des guerres ouvertes et maintenir un équilibre politique extrêmement fragile. Tant que le Kula tenait, le conflit armé devenait inutile. Mais aucun système ne reste intact. L'arrivée du monde extérieur, administration coloniale, économie monétaire, nouvelles routes, a déplacé les significations et les hiérarchies. Certains échanges ont perdu leur contexte d'origine. D'autres ont été renforcés consciemment, comme une résistance culturelle. Pourtant, la mer demeure la même, imprévisible,
indifférente. Imagine la scène. Une longue pirogue taillée à la main s'avance dans l'océan à l'aube. La pagaie fend l'eau sur un rythme régulier. Personne ne parle. Pas de public, pas d'applaudissements. Seulement cette certitude, le prestige d'une famille, d'une lignée entière, dépend du retour vivant et l'honneur intact. Ici, le courage ne se mesure pas à la chute ni à la blessure. Il se mesure à la traversée. Et tandis que ces pirogues se dissolvent dans l'horizon, le voyage se dirige vers une limite encore plus étroite et plus fragile. Nous approchons de la dernière frontière. Elle n'est pas dans la mer, ni dans les rituels qui relient les îles. C'est une frontière plus dure. Quand ce n'est pas l'homme qui expulse, mais la terre. Un lieu où la limite ne se protège pas par le silence. Elle se déplace sous les pas. Ce qui nous attend est un territoire instable, où le sol peut céder sans avertissement, où le foyer n'est jamais permanent, et où survivre ne signifie pas s'adapter, mais recommencer, sans garantie. 6. Eita. Quand la terre expulse l'homme. Ici, la frontière ne se défend pas, elle se déplace. Il n'y a ni arc-bandé ni avertissement visible. Le conflit ne naît pas du contact humain, mais de quelque chose de plus difficile à accepter. Un territoire qui cesse de soutenir ceux qui l'ont toujours habité. Nous sommes sur l'île de Luzon, aux Philippines, à la limite occidentale du monde du Pacifique. Une région de montagnes abruptes, de jungles profondes et de sols instables, façonnée pendant des siècles par des forces qui ne répondent à aucune volonté humaine. Parmi elles, une présence constante qui n'a jamais été ignorée, le volcan Mont Pinatubo. Sur ces terres vit l'un des peuples autochtones les plus anciens d'Asie du Sud-Est. Descendant de populations négrito avec une lignée qui remonte à des milliers d'années, bien avant l'existence des cartes, des États ou des frontières administratives. Pendant des générations, leur mode de vie n'a pas dépendu du fait de dominer l'environnement, mais de le lire. Chasseurs-cueilleurs, ils se déplaçaient entre forêts, grottes et pentes volcaniques en suivant les cycles naturels. Ils ne construisaient pas de villes permanentes. Ils n'accumulaient pas de ressources inutiles. Ils ne fixaient pas leur identité à un seul point du territoire. La mobilité n'était pas la précarité, c'était une stratégie. Ils connaissaient le comportement du sol, les changements du climat, les sons qui annonçaient des modifications dans la montagne. Ils savaient quand avancer, quand se retirer et quand attendre. Leur relation à la terre n'était pas de contrôle, mais de coexistence. Pendant des siècles, cet équilibre a fonctionné, jusqu'à ce qu'en 1991, tout change. L'éruption du Pinatubo a été l'une des plus grandes du XXe siècle. Le ciel s'est assombri pendant des jours. Les cendres ont recouvert des villages, des routes et des zones de chasse. Des rivières de boue volcanique ont transformé le paysage en quelques heures. Pour le monde extérieur, ce fut une catastrophe naturelle d'une ampleur énorme. Pour ce peuple, ce fut quelque chose de plus complexe. Ce ne fut pas seulement la perte d'un foyer, ce fut la rupture d'un système complet d'orientation. Un mode de vie construit sur un territoire dont les codes avaient changé pour toujours. Des milliers de personnes ont été contraintes d'abandonner des zones qu'elles avaient habitées pendant des générations. Elles ont été déplacées vers des zones basses, des camps provisoires ou des installations étatiques où les règles,
les rythmes et les priorités étaient autres. Pas par choix, par nécessité. Et ici, il se passe quelque chose que l'on raconte rarement. Malgré le déplacement, une grande partie du savoir n'a pas disparu. Elle s'est adaptée. Certaines communautés ont maintenu des pratiques de mobilité. D'autres ont combiné des savoirs traditionnels avec de nouvelles formes de subsistance. La lecture de l'environnement, la coopération et l'autosuffisance sont restées des valeurs centrales, même en dehors du territoire d'origine. Aujourd'hui, l'isolement n'est plus une décision claire. C'est une conséquence de processus géologiques, historiques et sociaux qui se superposent. Mais loin de représenter une défaite, cette histoire révèle quelque chose d'essentiel: la capacité humaine à se reconstruire sans perdre son identité. Observe ce détail. Quand le territoire a cessé d'être stable, la culture n'a pas disparu. La façon de l'habiter a changé. L'identité n'est pas restée ancrée à une montagne précise, mais au savoir transmis, à la mémoire collective et à la capacité de reconstruire une communauté même dans des conditions imposées. Et ici, à la fin de ce voyage, la réflexion ne pèse pas, elle éclaire, parce que cette histoire ne parle pas seulement de perte. Elle parle de résilience, d'adaptation sans rupture totale, et d'une leçon qui apparaît rarement dans les titres. Survivre ne signifie pas toujours résister au même endroit. Parfois, cela signifie savoir quand se déplacer sans cesser d'être qui l'on est. Après avoir parcouru des jungles fermées, des rivières rituelles, des tours élevées et des mers ouvertes, cette dernière frontière nous rappelle quelque chose de fondamental. Toutes les cultures ne disparaissent pas lorsque le territoire change. Certaines transforment leur manière d'exister sans perdre leur essence. Et c'est peut-être l'apprentissage le plus précieux de tout ce voyage. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce point, vous n'avez pas seulement vu un documentaire. Vous avez appris 6 manières différentes de vous relier au monde, 6 réponses humaines face à la limite, et une idée qui mérite de rester avec vous. La survie n'est pas toujours de la force. Parfois, c'est une intelligence culturelle. Et maintenant, avant de refermer ce voyage, je veux vous donner un fait que très peu de gens connaissent et qui donne du sens à tout ce que vous venez de voir. À elle seule, la Papouasie-Nouvelle-Guinée abrite plus de 800 langues, l'une des plus fortes concentrations linguistiques de Betsonsete, la planète. Et beaucoup sont parlés dans des communautés de seulement quelques centaines de personnes. Cela signifie quelque chose d'immense. Quand l'une de ces cultures s'éteint, ce n'est pas seulement une manière de vivre qui disparaît. C'est une façon irremplaçable de nommer la pluie, de lire une rivière, de comprendre la peur, l'appartenance et le silence. On perd une manière d'appréhender le réel qui ne peut se traduire dans aucune autre langue. Et voici la vérité qui reste en suspens quand le son s'éteint. La planète ne se mesure pas seulement en kilomètres. Elle se mesure en regards. Et il existe encore des regards qui tiennent, loin du projecteur. Si vous voulez que l'on continue à explorer des peuples encore plus reculés, plus cachés et plus difficiles à comprendre, dites-le clairement en commentaire avec le mot-clé. Partie 3. Ainsi, nous saurons que vous êtes prêts à poursuivre ce voyage vers des lieux où presque personne n'ose regarder. Et maintenant, dites-moi, quelle culture vous a le plus surpris? Et quels autres peuples oubliés, territoires extrêmes ou histoires humaines invisibles aimeriez-vous que nous enquêtions? Votre voix aussi trace la route. Abonnez-vous à Chronamonde et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de ce que nous préparons
car il reste des histoires qui ne rentrent pas dans les titres et qui méritent d'être racontées avec rigueur. Et souvenez-vous, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. À très vite dans le prochain documentaire.